Les agents concernés ont été recrutés et ont pris service en 2015. Certains à partir de mars, d'autres avril, d'autres en mai. Ils ont servi l'administration au niveau de la direction générale des impôts de 2015 à 2019. Ils ont bénéficié en première position d'un contrat à durée déterminée de 2 ans qui court de 2015 à 2017. Il y a eu un renouvellement à partir de 2017, donc à 2018. Mais avec les réformes engagées dans ce secteur, le ministère de l'Économie et des Finances, utilisateur des services des intéressés, leur a notifié à chacun d'eux la fin de leur contrat. Cette fin de contrat est notifiée et a pour motif la disparition de l'objet de leur recrutement. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque il y a réforme, il y a dématérialisation, on a besoin moins de main-d'œuvre. Donc c'est ce qui justifie que, conformément bien sûr aux tests de la République, le ministère de l'Économie et des Finances a pris les dispositions pour notifier à chacun d'eux la fin des contrats et que l'administration n'est pas disposée à signer un contrat à durée déterminée avec les intéressés. Cette notification a été confirmée par lettre numéro 780 du 1er mars 2019 du ministre du Travail et de la Fonction publique. Il n'y a rien d'anormal jusque-là, puisque les stipulations du contrat et les tests régissant la carrière des agents de l'État ont bel et bien prévu une telle fin, qui est une fin normale de cessation d'activité. Des considérations sociales. Malgré cette notification de fin de contrat aux intéressés confirmée par la lettre du ministre du Travail et de la Fonction publique, le Conseil des ministres, dans un souci hautement social, en sa séance du 31 juillet 2019, a décidé de leur réintégration dans la fonction publique, du renouvellement à titre exceptionnel et dérogatoire de leur contrat de travail et de leur redéploiement dans toute l'administration publique en fonction des besoins des différentes structures. Je dis bien le Conseil des ministres, en sa séance du 31 juillet 2019, a décidé de leur réintégration dans la fonction publique, du renouvellement à titre exceptionnel et dérogatoire de leur contrat de travail et de leur redéploiement dans toute la fonction publique en fonction des besoins des différentes structures. Donc, pour la mise en œuvre de cette décision du Conseil des ministres, le ministre du Travail et de la Fonction publique a très tôt pris contact avec les intéressés et a mené un certain nombre d'actions pour la régularisation de leur situation administrative. On peut noter l'établissement du répertoire des concernés qui sont disposés à continuer la collaboration avec l'administration. C'est la première action. La deuxième action, il y a eu une séance de travail qui a eu lieu dans cette salle
qui a réuni la plupart des concernés, présidée par le directeur de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique. Cette séance de travail a permis de porter à la connaissance des intéressés la décision prise par le gouvernement. À cette séance, il a été demandé à chacun d'eux de préparer le dossier de contrat pour les transmettre au ministre de la fonction publique pour leur finalisation. Après cette séance, le ministre du Travail et de la fonction publique a saisi, conformément aux instructions du Conseil des ministres, ses collègues ministres pour qu'ils expriment leurs besoins en tenant compte de la qualification des intéressés. 14 ministères se sont manifestés, donc il y a eu centralisation des besoins exprimés par ces ministères. Donc il n'y a que 14 ministères qui se sont manifestés pour accueillir ces SACE du ministère de l'Économie et des Finances. Donc sur cette base, le ministre a pris le 23 octobre 2019 une lettre de redéploiement des intéressés, et ceci conformément aux tests en vigueur. Puisque l'emploi de contrôleurs des impôts que les intéressés exerçaient au ministère de l'Économie et des Finances, l'objet de cet emploi a disparu. Il faut leur trouver d'autres emplois. Et c'est sur cette base qu'ils ont été redéployés. Après ce redéploiement, il y a eu certains ministères qui ont transmis déjà les dossiers de contrat. Et sur cette base, le ministère du Travail et de la fonction publique a édité les projets de contrat et a soumis ces contrats à la signature des intéressés. Mais quelle a été l'attitude des concernés? Jusqu'à présent, 7 personnes sur les 231 ont signé ces contrats, ces projets de contrat et ont transmis ces contrats-là au ministre du Travail et de la fonction publique. Ces contrats ont été finalisés par les services du ministère du Travail et de la fonction publique et les services techniques du ministère de l'Économie et des Finances. Et le mandatement est même déjà validé. Donc, ces personnes ont déjà vu leur situation régularisée. Mais curieusement, certains d'entre eux ont délibérément refusé de signer ces contrats. Ces derniers allèguent que leur promotion a été redéployée de façon illégale. Le contrat étant arrivé à terme, il n'y avait plus de lien contractuel entre l'administration et les intéressés. Donc, lorsque le Conseil des ministres a décidé à nouveau de leur réintégration, c'est les nouveaux emplois existants qu'on peut leur offrir. C'est ce qui a justifié, bien sûr, leur redéploiement. Donc, ils n'étaient plus dans un lien contractuel avec l'administration pour être redéployés. Donc, les dispositions citées concernent ceux qui ont encore un lien contractuel avec l'administration. De plus, les intéressés mettent en cause aussi la date d'effet financier marquée sur les contrats. Cette date d'effet financier, ce n'est que la date de leur reprise de service. Celui qui n'a pas travaillé ne doit pas avoir un salaire. Vous avez repris service, on vous paye à partir du moment où vous avez travaillé, puisque le salaire est la contrepartie du travail. Donc, c'est ce qui justifie le fait que la date d'effet financier est la date de reprise des services, puisque tout le monde peut ne pas reprendre le service. Donc, c'est ceux qui ont repris service, c'est à ceux-là qu'on peut payer un salaire. D'autres allégations, c'est l'appartenance au corps des contrôleurs des impôts. À ce niveau, nous pouvons dire, conformément à l'article 2
du statut général de la fonction publique, le corps, c'est un ensemble de fonctionnaires. Un corps, c'est un ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades. Un corps, un ensemble de fonctionnaires. Je n'ai pas dit un ensemble d'agents de l'État. Ce n'est pas un ensemble d'agents contractuels de l'État. Un corps, c'est un ensemble de fonctionnaires, c'est bien clair. Il n'y a pas de corps régulier pour un agent contractuel de droit public de l'État. Ça n'existe nulle part. Donc, sur le plan légal, les intéressés n'ont pas de corps, mais ils ont plutôt un emploi. Et c'est clair. De même, la formation organisée à leur profit pour leur permettre d'acquérir les compétences pour exercer les emplois dédiés aux contrôleurs des impôts, cette formation, eux-mêmes ont reconnu que ce n'est pas aller au bout. Donc, ils ne peuvent pas revendiquer cette qualité de contrôleur, puisqu'il faut disposer d'un titre et la formation n'est pas allée au bout. Bon, en ce qui concerne le redéploiement des intéressés dans les autres ministères, autre que le ministère de l'économie et des finances, c'est aussi une autre revendication de la part des intéressés. Je rappelle que par correspondance en date du 1er mars 2019, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a notifié dans les délais requis aux intéressés la fin des contrats qui les lient au ministère de l'économie et des finances. Et ce, conformément à l'article 278 de la loi donc du statut général de la fonction publique et aux stipulations de l'article 3 des 10 contrats. Au niveau des contrats, c'est prévu la fin du contrat, ça peut être dû à l'arrivée à terme du contrat. Donc, c'est bien précisé dans tous les contrats que le contrat peut venir à terme et le titulaire de ce contrat peut perdre la qualité d'agent contractuel de l'État et c'est ce qui s'est passé. Donc, les dispositions des textes qu'ils ont évoqués, comme je l'ai dit plus haut, ne pouvaient plus s'appliquer à cette catégorie. Donc, c'est l'emploi disponible au niveau de l'administration pour mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres. Ce n'est que l'emploi disponible qu'on peut mettre à leur disposition. Et nous sommes dans une relation où l'administration offre l'emploi, la main-d'œuvre et les intéressés nous donnent la main-d'œuvre, mais c'est l'emploi disponible qu'ils peuvent exercer. Si le ministre de l'économie et des finances trouve qu'avec les réformes engagées et qui sont en train de porter leurs fruits, il n'a plus besoin assez de main-d'œuvre, on ne peut que leur offrir d'autres emplois et ces emplois se trouvent dans les autres ministères. Je prends l'exemple pour dire, nous ne pouvons pas conserver les emplois de contrôleurs des impôts parce que celui qui est au ministère du Travail et de la fonction publique, il est agent des impôts. Il va faire quoi? Il occupera quel poste? Il n'y a pas un tel poste au ministère du Travail et de la fonction publique. C'est la même chose dans d'autres ministères. Donc, si l'emploi n'est pas disponible, il est même proscrit de recruter pour ça, confère l'article 15 du statut général de la fonction publique. Il est formellement interdit de recruter pour un poste qui n'est pas prévu au cadre organique. Donc, on ne pouvait pas ne pas les redéployer pour la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres. La date d'effet financier qu'on a dissociée de la date d'effet administratif. Je l'ai déjà dit plus haut, lorsque vous n'avez pas travaillé, on ne peut pas s'attendre à être payé. Et ce n'est pas tous ceux qui sont concernés qui ont repris service. Donc on ne peut que payer
à partir de la date de reprise de service. C'est ce qui a justifié que la date de reprise de service, ce n'est pas le lendemain de la fin de leur contrat, puisque le contrat, on l'a notifié, c'est déjà terminé. Donc, nous sommes dans une nouvelle relation et c'est la date de reprise de service qui est considérée. Mais il faut souligner que l'emploi qu'on leur a trouvé, c'est l'emploi de même niveau. C'est l'emploi exercé par des titulaires du baccalauréat pour certains, du BPC pour d'autres et du CEP. Donc, rien n'a changé en ce qui concerne la rémunération des intéressés. Rien n'a changé. Donc, c'est un emploi de même niveau. Maintenant, quelle sera la solution définitive pour cette situation? La solution pour le règlement définitif de cette situation, le ministère du Travail et de la Fonction publique a saisi ses 14 collègues ministres, bénéficiaires bien sûr du redéploiement, pour que ces derniers puissent nous transmettre les projets de contrat signés le 8 mai 2020 au plus tard. Donc, tous les ministres concernés ont été saisis et doivent nous transmettre les contrats signés des intéressés pour nous permettre de finaliser leur situation administrative et financière dans un délai raisonnable. Si les intéressés ne signent pas de contrat, on ne peut pas leur payer un salaire. Donc, dire que nous n'avons pas de salaire alors que c'est vous-même qui refusez de signer les contrats, l'administration sera obligée, après cette étape, de rendre compte de la mise en œuvre de la décision au Conseil des ministres. Je dis bien, passé le délai de 8, l'administration sera obligée. Le ministère du Travail et de la Fonction publique va rendre compte au Conseil des ministres pour décision à prendre. Mais l'espoir est toujours permis puisque nous avons mis en place, sous la coordination de Madame le ministre, un dispositif de traitement accéléré de ces contrats-là, que ce soit la prise des contrats, les visas et les signatures, que ce soit les mandatements des salaires et accessoires. Un dispositif spécial est mis en place sous la coordination de Madame le ministre et du ministre de l'Économie et des Finances pour que les intéressés soient satisfaits dans un délai raisonnable. Donc, l'équipe est déjà opérationnelle et la belle preuve, les 7 qui ont accepté ont déjà vu leur contrat validé au Trésor. Donc, j'aimerais revenir quand même sur un certain nombre de choses capitales. Lorsque le contrat est arrivé à terme, l'administration pouvait ne pas décider d'aller en CDI. Il faut que les intéressés soient conscients de cette situation. On n'est pas obligé de leur signer CDI. Donc, ce n'est pas mesure sociale que le Conseil des ministres a pris cette décision, puisque les stipulations et les textes sont clairs dessus. C'est pour ça qu'on recrute des contracteurs. Un contracteur, ce n'est pas de façon permanente qu'on reste dans l'emploi. La définition même du statut est claire. Un agent contracteur de l'État, c'est il est recruté pour un temps donné, pas pour faire carrière forcément. Le salaire des intéressés, que ce soit le contrat de base, le contrat renouvelé ou le contrat à durée déterminée qu'on l'a proposé, le salaire n'a pas bougé, c'est le même salaire. Il n'y a pas eu de diminution de salaire. Troisième élément, les intéressés n'ont pas encore de salaire. Ils clament partout, ils sont en train de travailler sans salaire. Mais s'ils ne signent pas les contrats, ils ne peuvent pas permettre aux services compétents
de traiter leur dossier favorablement. Donc, ils sont invités à signer ces contrats-là. Et le dernier point, si quelqu'un refuse de signer ce contrat, ça s'analyse clairement comme une démission. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes en relation de travail. On vous soumet, c'est ce que j'ai comme tâche que je vais vous confier. Je vous confie et vous dites, vous n'êtes pas d'accord. On ne peut pas obliger quelqu'un à signer un contrat. Donc, ceux qui ne vont pas signer ces contrats, ils sont dans une position, dans une posture de démissionnaire. Donc, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Donc, les personnes concernées par cette situation sont invitées, encore une fois, à se soumettre à la réglementation en vigueur et à procéder à la signature des projets de contrat à eux soumis. Leur traitement salarial n'est aucunement diminué, comme je l'ai dit. Ils auraient ainsi contribué à la finalisation dans un délai raisonnable de la régularisation de leur situation administrative. Donc, j'invite chacun de nous, j'invite les intéressés eux-mêmes et j'invite chacun de nous, puisque ce n'est pas des non-béninois, il s'agit des béninois, à les sensibiliser. Aucun changement au niveau du traitement salarial. Il faut que leurs familles respectives puissent quand même vivre comme cela se doit. Donc, qu'ils acceptent signer ce contrat-là. Je nous invite aussi, par ces temps de Covid-2019, à exiger de nous-mêmes les gestes barrières et à exiger de ceux qui sont autour de nous ces mêmes gestes pour empêcher cet ennemi invisible de décimer l'humanité. Je vous remercie.